Bonjour à tous, merci d'être là. On touche à la fin de la journée et on est heureux d'avoir quand même quelques personnes dans la salle, puisqu'on est tous des passionnés ici des industries créatives et culturelles et on est très contents d'être réunis ici pour pouvoir parler du développement des ICC en zone Méditerranée avec 4 panélistes qui sont donc experts dans leur secteur. Donc, je vais vous demander d'abord à chacun de vous présenter rapidement en 2 minutes, puisque vous avez tous des zones d'expertise très différentes et on aimerait en savoir plus. Aïda, vous pouvez commencer. Bonjour à tous, Aïda Kandil de la startup MyTindy. Nous sommes la marketplace qui permet aux artisans, aux designers et aux coopératives du Maroc de pouvoir vendre en ligne et de pouvoir commercialiser leurs articles au Maroc, mais surtout à l'export, avec un aspect tech, parce qu'on est en train aussi de développer de l'AI qui va permettre à tout ce secteur où on sait qu'il y a un problème structurel lié à l'illettrisme, de pouvoir vendre en ligne sans avoir besoin de savoir lire ou écrire. Merci. Marwan? Peut-être toutes les dames. Non. On va. Alors, bonjour à tous. Je suis Marwan Fashan, directeur général de la Fondation IBA. La Fondation IBA est une fondation qui date de 2006, qui a été fondée par Sa Majesté le Roi pour promouvoir, soutenir, encourager l'écosystème culturel et artistique marocain. Donc revenons un petit peu à l'arrière, 2006, c'est pas 2022. Ça va droit en faveur des jeunes artistes, donc dans leur soutien, que ce soit au niveau structurel, formation technique ou au niveau de leur création artistique. Mais c'est également un acteur majeur de la scène culturelle marocaine dans le sens où nous fédérons, nous accompagnons et nous essayons de structurer les plus petites structures, plus petits acteurs pour pouvoir consolider à terme, je l'espère et on l'espère, une vraie chaîne de valeur des ICC au Maroc. Les ICC étant, je finis sur ça, une des grandes priorités marquées dans la stratégie de la Fondation sur les prochaines années, en regardant justement le potentiel dont on va parler tout à l'heure. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous rejoindre et je m'exprime ici depuis 2 espaces complémentaires. Puisque je suis docteur en management culturel, très engagée au Maroc sur cette thématique, puisque c'est le pays où j'y suis née. Et j'ai été consultante pour accompagner des institutions internationales liées à la culture. Et j'ai développé beaucoup d'expérimentations concrètes avec des artistes, et notamment dans cette mobilité Europe-Afrique, et notamment sous le prisme des droits culturels. Le deuxième espace complémentaire qui me conduit à être présente ici, c'est que je suis aujourd'hui, depuis 2 ans, la directrice de l'Agence universitaire de la francophonie. Et dans le cadre de nos engagements stratégiques, nous développons beaucoup de projets liés à l'entrepreneuriat culturel et notamment sous le prisme, on y reviendra sûrement, de la recherche-action, de la recherche-création. Qu'est-ce qui se passe quand on met un artiste et un chercheur ensemble pour inventer demain? Des enjeux de formation professionnelle et d'incubation également. Merci à vous. Bonjour et merci d'écouter cette table ronde. Je suis Myriam Septi. J'ai fondé en 2009 le magazine Diptyque, qui est un magazine d'art contemporain qui est dédié à la scène, aux scènes d'Afrique et du Maghreb. Aujourd'hui, Diptyque est un magazine trimestriel en papier. C'est également une édition digitale hebdomadaire. C'est un podcast. Et c'est aussi, on arrive à faire exister aussi nos idées et ce que nous défendons à travers du curating d'expositions. La plus récente est une exposition actuellement visible au MACAL, Musée d'art contemporain africain de Marrakech, une exposition qui porte le titre « L'art, un jeu sérieux ». Voilà, donc je m'exprime aujourd'hui essentiellement sur la pérennité d'un magazine comme le magazine Diptyque. Merci. Merci à tous. Alors, ma première question, elle va être dirigée à Marwan et Daniel. J'aimerais savoir quelles sont les spécificités du secteur des industries créatives et culturelles dans cette zone où nous sommes aujourd'hui, qui est la Méditerranée. Donc, qu'est-ce qui vraiment définit ce secteur là où nous sommes? Quelles sont les grandes tendances, les grands mouvements, les grands acteurs? Merci Daniel. Excusez-moi.
Alors, je vais essayer d'être bref et aller droit au but. Je vais dresser un tableau un peu morose. Hein. La vraie spécificité, c'est le manque de structuration. C'est ce qui marque le plus ce secteur au Maroc. C'est le manque de coordination entre les différents départements interministériels. Mais c'est aussi cet enchaînement de l'écosystème qui n'existe pas. C'est-à-dire, parler d'écosystème des ICC, c'est déjà très prématuré et très abstrait. Parce que finalement, nous n'avons véridiquement pas un lien entre les différents acteurs. L'autre spécificité, du coup, à laquelle je pense qu'il est plutôt terrain, c'est que c'est une industrie, c'est un secteur au Maroc qui est sur lequel prédomine l'événementiel. Quand on parle industrie culturelle, forcément, on parle de développement économique et de ce que, de part de PIB, que peut apporter la culture dans un pays. Au Maroc, c'est vraiment les festivals, les événements et beaucoup de l'événementiel. C'est pas très grave. C'est vrai que l'événementiel génère des fonds. Ce qui est grave, c'est que ça fait de l'ombre sur tout le reste, sur l'édition, sur les expositions, sur les jeux vidéo et sur tous les autres secteurs des ICC. Troisième spécificité que je pourrais marquer, c'est que on est peut-être parmi les pays qui consacrent le moins de budget à la culture. Je pense que c'est 0,24% du budget de l'État, si je ne me trompe pas sur le chiffre. Et dernier point, par rapport à l'accrochage au milieu universitaire, donc je reviens à cette question d'écosystème qui pour moi est essentielle. Ça démarre à l'école, accompagnement, société civile, privé, gouvernement. Nous n'avons pas ça. Et je pense que c'est une bonne transition pour Daniel. En milieu universitaire, le nombre de filières de formation, le nombre de débouchés, nous ne sommes pas éduqués à ça. Nous n'avons pas assez d'écoles dans les métiers des ICC, nous n'avons pas assez de filières, nous n'avons pas assez d'offres. Et quand bien même on a des jeunes formés à ça, les métiers sont précaires, ne sont pas pérennes et ne sont pas réconfortants pour les jeunes. Merci beaucoup Marouane, et je pense que nous allons effectivement être très complémentaires dans le sens où, face à ce diagnostic, nous sommes en train de déployer des réponses en termes de formation professionnelle, notamment avec le ministère de la Culture et de la Communication. Et donc, pour répondre à ce besoin de professionnalisation du secteur, nous nous sommes mis d'accord sur finalement quelle vision nous devions porter en réponse positive par rapport à ce diagnostic des industries culturelles et créatives. Pour répondre à cette question des spécificités, donc nous avons identifié 3 niveaux et je les représente très rapidement en termes concentriques. Il faut absolument repartir de la question des différents types de patrimoine. Comment inventer l'avenir, comment innover sans repartir des sources fondamentales. Évidemment, ça va sur des enjeux de valorisation, de préservation, de réintégration de mémoire, y compris des mémoires citoyennes invisibilisées. L'UNESCO nous dit que les ressources culturelles des territoires sont les seules qui sont infinies. Donc, profitons de cela. Donc, c'est le premier cœur. Le deuxième niveau, c'est celui de l'activation des arts vivants et visuels, se servir de ce patrimoine avec la typologie dont on vient de parler, sa diversité, et surtout en termes de sources de légitimité, des experts qui valorisent un patrimoine, mais aussi des citoyens qui peuvent être mobilisés pour cela. Et c'est une source d'innovation infinie. Pour créer donc activation des arts visuels et vivants, pour créer des prototypes et être en lien avec des lieux culturels. Et le troisième niveau, je finis avec ça, c'est celui justement de l'industrialisation pour dépasser la logique événementielle qui est éphémère, qui a besoin pour animer un territoire, mais quelle trace ça laisse, quelle durabilité dans l'intervention. Donc on a besoin, dans cette logique aussi de management de l'offre à partir du patrimoine, de créer des liens entre ces différents types d'interventions sur un territoire. Merci. Alors, j'ai retenu plusieurs points. J'ai retenu l'implication active, mais pas suffisante quand même des pouvoirs publics. Je retiens l'intérêt de mettre en valeur le patrimoine et un espoir peut-être que le secteur privé et les entrepreneurs puissent faire leur part. Donc, je vais transitionner justement à nos 2 autres panélistes. Aïda et Myriam, vous êtes toutes les 2 entrepreneuses ou entrepreneurs, je ne sais pas ce que vous préférez comme mot, mais
il y a beaucoup de challenges quand on est entrepreneur en général dans le monde. Encore plus dans les industries créatives. Encore plus, il me semble, dans la zone Méditerranée. Quels sont les challenges principaux que vous avez eu à surmonter toutes les deux pour arriver où vous en êtes aujourd'hui? Oui, c'est une question centrale, hein. Les challenges les défis sont nombreux dans les industries telles que les nôtres. Je pense que évidemment le premier, c'est d'abord de trouver son public. Je dirais que pour un magazine comme le nôtre, c'est une question perpétuellement reposée de savoir qui est notre audience. Et c'est une question à laquelle on n'arrive quasiment pas à apporter de solution. Parce qu'en fait, l'audience est émouvante. Elle évolue au fur et à mesure du temps. Par exemple, l'audience qu'on a pu avoir en 2009 quand on a créé le magazine n'est pas celle que nous avons aujourd'hui où on est un magazine multiplateforme. Cette audience aussi, elle définit notre modèle économique. Et là, le défi, évidemment, de financer une industrie un magazine tel que le mien est important. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé tellement d'autres moyens de financement que le financement par les recettes publicitaires. Du coup, aujourd'hui, le magazine Diptyque repose sur les publicités de nos partenaires institutionnels. Et évidemment, ça induit une certaine façon aussi de traiter nos sujets. Évidemment, on a beaucoup de chance au Maroc d'avoir autant de partenaires institutionnels. Et c'est aussi pour ça que c'est le seul magazine de la région. Et de ce point de vue-là, le Maroc est un pays, c'est peut-être aussi pour ça que cette rencontre a lieu ici aussi. C'est un pays qui dispose d'un tissu de partenaires institutionnels très sérieux et qui ont une très belle capacité d'écoute aussi, y compris pour des projets de niche comme peut être celui du magazine Diptyque. Donc ce sont les banques, les grands groupes, mais ensuite il faut aussi trouver les mots justes pour aller adresser ces grands partenaires. Donc comment convaincre un partenaire comme l'OCP, par exemple, qui aujourd'hui est notre partenaire, qu'il a intérêt à soutenir un magazine d'art contemporain, c'est un défi. Comment convaincre les banques? Comment emmener aussi... Alors évidemment, donc ça c'est le défi initial du magazine. Aujourd'hui que nous sommes un magazine multi-plateforme, va se poser évidemment le défi du digital, mais je crois qu'on en reparlera plus tard. Les défis pour un magazine comme celui-ci, le défi de la diffusion continue à être un souci perpétuel. 13 ans après le lancement de ce magazine, la diffusion est toujours un problème. On a connu une crise sans précédent pendant ces 2 années qui ont mis fin au modèle du kiosque à journaux. Comment on diffuse un magazine comme celui-ci alors que les gens ne vont plus au kiosque? Il y a la question de l'abonnement. Les abonnements... parce qu'en fait, en réalité, un magazine comme celui-ci devrait se diffuser essentiellement par les abonnements. Les Marocains n'ont pas traditionnellement l'habitude d'être abonnés à des magazines, ils ont l'habitude de le recevoir gratuitement, mais nous ne sommes pas un modèle économique de gratuité. Donc vous voyez, tout ça, ce sont le type de défis auxquels on a été confrontés pendant toutes ces années et qui sont, pour certains d'entre eux, toujours pas résolus. Voilà. Ça fait beaucoup. Et vous, Aïda, alors Mighty Indie, c'est une start-up, donc lancée en 2018. Donc on est encore 2018-2019. Donc c'est encore au tout début. Donc quels sont les défis de tous les jours? Alors déjà, on a les challenges qui sont liés à le fait qu'on soit une start-up, au fait qu'on soit une marketplace. Donc à essayer de trouver cet équilibre entre les personnes qui veulent vendre sur le site et la demande. Trouver des partenaires fiables, des sellers qui sont habitués à vendre en ligne dans un premier temps, puis l'éducation. Donc, pour revenir à ça, en fait, il y a une réelle coupure entre le post et le pré-Covid, en tout cas dans la vie de Mighty Indie, qui a été liée au fait qu'avant le Covid, on devait réellement expliquer pourquoi c'était important de se digitaliser. C'est-à-dire qu'on devait aller vers les acteurs de l'artisanat, des artisans, des coopératives et leur expliquer que c'est très important de se digitaliser, qu'aujourd'hui, il y a une réelle fracture digitale et qu'il faut se mettre en ligne pour pouvoir accroître son marché, surtout à l'export. Et quand le Covid est arrivé et que tous les touristes n'ont pas pu venir, parce qu'il ne faut pas oublier que cette industrie repose aussi énormément sur le tourisme,
tous les acteurs en fait ont fini par comprendre à quel point c'était important de se digitaliser, qui est notamment le ministère de l'Artisanat avec qui on a signé un partenariat à partir du moment où en fait il y a eu un vrai challenge au niveau du Covid. Ils ont vu que il était impossible de vendre autrement que que de manière digitale. Et du coup, en fait, aujourd'hui, les challenges, ils sont différents. Ils sont plus liés à l'export. Ils sont plus liés autant à l'éducation de pourquoi c'est important de vendre en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, le cas, il est clair. On a beaucoup d'artisans qui, aujourd'hui, veulent travailler avec nous et qu'on n'est pas encore en mesure d'accueillir sur la plateforme parce qu'on fait un énorme travail derrière de formation. On les aide à développer un catalogue. On les assiste dans leur pricing, dans le développement. Parce que quand on arrive au sujet de l'internationalisation, il y a aussi tout un volet qui est à prendre en compte qu'on n'a pas forcément quand on vend au national, comme les certifications par exemple. Et donc, les challenges qu'on a en fait au sein de notre marketplace, ils sont réellement liés à entraîner tout un secteur dans cette digitalisation et le faire à un rythme assez soutenu parce que la fracture digitale, elle était tellement importante qu'aujourd'hui, on a beaucoup de temps à rattraper en fait. Alors, il y a 2 points que vous avez mentionnés sur lesquels je voudrais revenir pour l'ensemble du panel. Parce que c'est 2 choses qui peuvent être des opportunités, en tout cas des choses à exploiter positivement pour le Maroc et pour la région. Le premier, c'est l'attrait de cette région pour le tourisme, d'une manière générale. Alors, on a eu 2 ans et demi de Covid, mais là, le tourisme reprend et reprend tellement qu'il y a des problèmes dans tous les aéroports parce qu'il n'y a pas assez de staff, pas assez d'avions. Le Maroc en particulier a toujours été une destination vraiment prisée par les touristes internationaux et notamment parce que, vu de la valeur qu'il y a dans l'artisanat, dans le décor, dans tous les arts créatifs que le Maroc peut apporter. Donc, comment est-ce que cet attrait peut être exploité dans chacune de vos activités, puisqu'il y a cet intérêt du monde entier très fort pour cette région, de par le tourisme. Et comment est-ce que ça peut être transformé en opportunité pour les entrepreneurs et les acteurs du secteur? Je ne sais pas qui veut prendre cette question en premier. Marwan? Je vais revenir sur un point qui a été mentionné par Aïda et par Myriam pour insister dessus, qu'est la diffusion, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on marque le point et qu'on explique ce qu'est la diffusion. Un artiste crée une œuvre, elle est au niveau national. La diffusion de cette œuvre-là correspond à l'ouverture d'une fenêtre et à une invitation d'un externe à venir au Maroc. Donc, tourisme, il faut d'abord un point d'entrée. Donc, pour moi, la diffusion, c'est d'abord une ouverture vers le monde. À la Fondation, typiquement, nous avons 2 bureaux d'export de la diffusion qui n'existaient pas au Maroc avant, que sont le MOMEX et le Film Export. Le MOMEX, c'est le bureau d'export de la musique marocaine qui est produite au Maroc. Et donc, ça permet d'exporter la musique marocaine des jeunes artistes à l'international. Et le Film Export, ça porte son nom. C'est l'export des films marocains. C'est un petit Netflix qui est disponible sur Internet, qui catégorise toute la production filmographique marocaine. Sur la relation avec le tourisme, je pense que déjà, on appelle les touristes en nous exposant, en nous diffusant et en étant connus pour ce qu'on fait. Le petit bémol qui crée parfois une confusion entre culture, industrie culturelle et tourisme, c'est la folklorisation du Maroc. Et ça, il faut absolument qu'on ne tombe pas dans ça. On a baigné dans ça pendant une bonne vingtaine d'années. Les costumes, le tagine, le couscous, on a folklorisé la culture marocaine, ce qui fait qu'on a fermé le robinet de la créativité. On a un stock, on va à chaque fois sortir le stock et on va le vendre. Donc, ce qui est intéressant avec, je dirais, cette nouvelle génération et avec les acteurs présents aujourd'hui sur la scène culturelle, aussi peu soit-il, c'est que ils sont en train de casser ces codes. Diptyque, par exemple, au-delà d'être un magazine d'art contemporain, c'est une vraie éducation des Marocains à ce qu'est l'art. Parce que ce qu'on connaissait, c'était le folklore, c'était pas l'art. Et d'ouvrir les yeux du monde entier en disant, au Maroc, on sait prendre un tarbouche et le moderniser, s'en moquer, en être fier, le déchirer, le colorier autrement. Et voilà. Donc, c'est un exemple. Mais en tout cas, la ligne rouge, c'est cette limite du folklore. Un autre point sur le tourisme,
il y a un vrai challenge, et je sais que beaucoup d'initiatives ont été faites dans ce sens-là. Dès qu'on dit tourisme, on entend artisanat. Voilà, donc c'est vraiment le lien automatique. Il y a un vrai challenge à moderniser l'artisanat marocain, à, je dirais pas l'embellir, mais innover. Le faire évoluer. Le faire évoluer, voilà, exactement, parce que voilà, on n'est plus en 70, on est en 2022 et il faudrait peut-être suivre la tendance mondiale. Excusez-moi si j'ai pris trop de temps. Là encore, je rebondis peut-être par rapport à ce que vient de dire Marouane. Et je crois que ce qui est important pour répondre à votre question de la mise en tourisme, c'est justement de faire le lien entre l'offre et la demande. La demande de tourisme qui, au niveau mondial, s'est avérée, est une demande d'authenticité. Et le Maroc a tous les ingrédients pour affirmer sa différenciation si justement elle est bien en lien avec ce que nous évoquions tout à l'heure, son histoire, son patrimoine avec une mosaïque culturelle, historique, incroyable. Et donc il y a des ressources souvent invisibles dans les territoires qui, si elles sont conçues comme les fondements d'une offre différenciante avec une perspective marché, peuvent stimuler et répondre à cette demande d'authenticité. Donc tout l'enjeu, le défi, c'est de faire le lien entre ce patrimoine, une nouvelle fois, qui est là, qui est une source d'authentification et pour contourner ce risque de folklorisation. Il peut y avoir aussi des démarches territoriales où les habitants peuvent être associés et on sait que ça correspond aussi, ces démarches participatives, à une demande mondiale. Donc voilà, les ingrédients sont là, l'offre, avec les caractéristiques qu'on vient d'évoquer, territorialisées, qui peuvent être augmentées par le numérique, une demande d'authenticité. Et donc tout le défi politique, notamment celui de la formation, c'est de faire le lien entre les deux. Et Myriam et Aïda, est-ce que vous trouvez, vous, dans vos business respectifs, que cet intérêt, qui peut commencer par un intérêt culturel apporté par le tourisme, est-ce que vous arrivez à transformer ça en abonnés, oui, en clients, en business, quoi? Alors, en fait, je dirais que nous, à l'échelle du magazine, qu'il s'agisse du print, du digital, du podcast ou du curating d'exposition, ce qu'on fait, c'est qu'on se met, on entre dans la conversation. On sait que le Maroc jouit d'un potentiel de fascination pour le grand public international, européen, américain et même asiatique. Et on entre dans la conversation en changeant l'objet de la conversation. Par exemple, évidemment, ce que disait Marouane est très intéressant. On présente un Maroc qui, typiquement, n'est pas un Maroc ni folklorique, ni le Maroc véhiculé par les imageries du tourisme. Et de quelle manière on le fait? Évidemment, d'abord en allant chercher cette scène contemporaine, créative, qui est physiquement présente et qui n'a pas tellement d'autres lieux que ce magazine pour s'exprimer. On est la source documentaire principale pour toutes les institutions internationales qui font ce même travail de présenter un Maroc non folklorique. Je pense récemment, par exemple, à une très importante exposition qui s'appelle « Une autre histoire », qui a eu lieu donc au musée Cobra à Amsterdam et qui présente ce Maroc non folklorique, le Maroc des artistes contemporains. C'est une très belle exposition pour laquelle on a été beaucoup sollicité pour nos archives. On fait ce même travail aussi, on est partenaire régulièrement de toutes les entreprises qui travaillent dans cette même philosophie. Récemment, une très importante exposition consacrée au peintre Falid Belkahia au Centre Pompidou, dont on a été partenaire presse. Mais de la même manière, aujourd'hui, en faisant le curating d'exposition au musée Makal, qui est un musée qui est énormément visité par les touristes de Marrakech, ils ont accès donc à une exposition qui présente des œuvres de la collection de la Fondation Alliance, mais qui montre un Maroc très très loin des clichés. Donc voilà, c'est et à l'époque, et d'ailleurs c'est une chose que nous faisons depuis assez longtemps, puisque y compris il y a 5 ou 6 ans, il y avait eu une importante exposition d'un peintre marocain, Kassimi, au Mucem à Marseille. Et en fait, exactement comme pour l'exposition de Cobra, ce sont des expos qui sont montés dans des lieux évidemment à forte composante de populations marocaines qui elles-mêmes ont besoin de se reconnecter avec le vrai Maroc créatif contemporain, mais aussi une importante population qui ne demande qu'à découvrir le Maroc autrement. Et nous avions, par exemple, édité un numéro spécial du magazine pour ça. Voilà, et puis dans le podcast, c'est la même chose. On interviewe les artistes, les curateurs, pour nous parler de ce Maroc loin des clichés. Voilà.
D'accord. Et donc, Aïda, j'imagine que la plateforme Might Indie, d'ailleurs, d'où viennent les acheteurs? Vos acheteurs sont plutôt marocains ou plutôt de l'étranger? Nos acheteurs sont à 70% à l'international. D'accord, donc c'est un peu l'illustration aussi de tout ce qu'on vient de dire. C'est qu'il y a vraiment une demande pour ce genre de produits marocains. Mais il y a tous ces challenges dont vous aviez parlé avant, ce qui est que les artisans marocains ne sont pas forcément encore prêts à répondre à cette demande. Alors, oui et non, parce que d'un côté, en fait, la demande, il y a une partie de la demande qui était déjà là et qui était déjà honorée par les artisans, sauf qu'en fait, dans la chaîne de valeur, il y avait énormément d'intermédiaires. Donc, par exemple, quand on veut acheter, je sais pas moi, 200 tapis pour une boutique à LA, on va passer par un wholesaler qui va lui-même acheter auprès d'un ami à la coopérative, qui va ainsi de suite, jusqu'à arriver à la coopérative. Et on se rend compte qu'il y a un problème déjà à ce moment-là, c'est que quand l'offre elle est parvenue au client, il va payer, je sais pas moi, 50 fois le prix de la coopérative, mais la coopérative à la base ne va jamais percevoir 50 fois le prix. Et donc en fait, il y a déjà ce problème qu'on n'adresse pas souvent, qui est que en fait, l'artisanat, il y a un gros risque qu'il ne meure, parce que les artisans, les coopératives arrivent à un stade où en fait c'est plus très rentable pour eux de produire, parce que la valeur est captée par les intermédiaires qui ne sont là que parce qu'ils ont un accès au marché. Et donc nous, Might Indie, en fait, le but c'est réellement de reprendre ce pouvoir et de redonner un accès au marché, que ce soit aux artisans, aux coopératives et aux designers. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve ça très intéressant. En fait, même nous aujourd'hui au sein de Might Indie, on parle d'artisans, de designers et de coopératives parce qu'en fait, il n'y a pas de mot aujourd'hui qui réunit tous ces acteurs en fait de l'artisanat. Et il y en a qui sont des artisans, il y en a qui sont des designers, il y a des designers qui aident ces artisans, il ne faut pas l'oublier, parce que en fait ils leur permettent de développer de nouveaux designs. On voit beaucoup par exemple d'étrangers qui viennent au Maroc pour développer une collection avec une coopérative, et la coopérative du coup a découvert un nouveau design, un nouveau concept, et commence à elle-même développer des produits qui sont déjà plus internationaux, dans le sens où il y a quelqu'un qui est venu avec un design et qui leur a permis d'avoir une vision autre que la vision, comme vous dites, folklorique de l'artisanat traditionnel et non différencié. Et il y a aussi les designers marocains qu'il ne faut pas oublier. Les designers qui sont là, c'est des personnes qui sont très engagées aussi dans le milieu et qui créent et qui sont très importants au secteur artisanal, parce que ce sont des personnes qui emploient des artisans. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a déjà un travail à faire autour de comment est-ce qu'on qualifie déjà tout ce secteur, qu'il ne faut pas qu'il y ait de clash entre l'art et l'artisanat, il ne faut pas qu'il y ait je sais pas comment dire, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est important qu'on arrête un peu qu'on essaie de résoudre ce conflit et de se dire, ok, on est tous dans l'industrie culturelle, et comment on fait aujourd'hui pour que l'artisan profite du designer, que le designer aussi profite de l'artisan, et que l'art soit aussi mis en avant, parce que les trois sont indissociables, et même juste en termes d'inspiration en fait. Donc, et le folklore est aussi très important, parce que c'est la source d'inspiration, même si aujourd'hui il a été un peu trop vulgarisé et devenu mainstream, et c'est ça le danger en fait. Merci pour ce point, c'est très intéressant. Et j'aimerais finir un peu, pour regarder un peu plus l'avenir, le rôle de la digitalisation dans vos industries respectives. Bon, forcément, Might Indie, c'est une plateforme digitale, donc c'est nativement digital, mais l'arrivée, surtout pendant la pandémie, peut-être Myriam, vous pouvez prendre cette question, parce que vous avez été forcé vraiment de réinventer Diptyque. Oui. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, en effet, on avait évidemment commencé à digitaliser avant la crise, mais avec la crise, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté le print pendant une bonne année. Et donc, pendant cette année-là, évidemment, on avait aussi un problème de ressources, mais l'avantage du digital, c'est que les économies, en fait, nous, ce qui nous coûte très cher, évidemment, c'est d'imprimer, et c'est la maquette. Et en digital, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de maquette, donc on publie au kilomètre. La digitalisation a pris évidemment... Alors, ça nous a permis de tester la formule d'un média qui publie en continu avec une newsletter hebdomadaire
un podcast, des réseaux sociaux et surtout peut-être de rechercher une nouvelle ligne éditoriale et de nouveaux territoires. Parce que ce que peut le digital, évidemment, c'est ce qu'on a cherché à faire avec le print sans y arriver quasiment pendant presque 10 ans. Et en 1 an de digital, aujourd'hui, quand on publie une newsletter, on a des lecteurs sur toute l'Afrique francophone. Maintenant, il y a évidemment le défi du passage à la version bilingue qui est en cours, qui n'est pas si simple. C'est pas parce qu'on va traduire son article qu'on va se retrouver avec une vraie édition bilingue. Une édition bilingue, ça veut dire aussi de nouveaux publics, de nouvelles approches. Ça veut dire couvrir de nouveaux territoires. Nous, on est très axe Maroc, Dakar, Abidjan, Bamako et un petit peu, essentiellement les pays francophones, en lien avec le pays qui nous couvre tous et qui est la France, évidemment la Belgique et les pays francophones. Aujourd'hui, si on démarre une édition bilingue, il faudra envisager de nouveaux territoires, mais ça a vraiment du sens pour nous parce qu'il y a un énorme foyer créatif très qualitatif au Ghana, au Nigeria, Zimbabwe, Afrique du Sud. Et en plus, il n'y a quasiment pas de médias d'art là-bas. Il y a un seul journal qui est comme nous, qui tire un peu le diable par la queue en Afrique du Sud. Et nous sommes beaucoup plus avancés en termes d'équipe éditoriale. Donc là, il y a un vrai défi. Et je dirais que le défi digital des quelques années à venir, c'est de devenir un média bilingue avec un lectorat qui couvre toute l'Afrique. Voilà. Et Marwan, j'aimerais vous faire réagir pour finir parce que donc le digital, ça a un impact forcément sur tous les secteurs. Et comment est-ce que vous voyez ça et à quel point vous êtes optimiste et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Alors, très optimiste pour l'avenir. Vraiment, très très optimiste pour l'avenir. Écoutez, le digital, à mon sens, n'est pas une fin en soi, c'est un médian. Donc, il faut juste qu'on garde ça en tête. Le prérequis au digital, c'est d'avoir une vraie structuration et un vrai mapping de ce que l'on est ou de ce que l'on veut être. Je pense que la pandémie nous a appris par la force à nous digitaliser. Nos contenus, à la Fondation en tout cas, ont tous été mis en ligne. Nous pensons à développer des cursus de formation en ligne également, des MOOC. Je veux dire, peu importe ce que je dis maintenant, ça ne sera pas l'innovation du siècle. On sait tous, grâce au Covid, ce qu'on peut faire dans le cadre du digital. Ce que je voudrais revenir juste sur un point que je considère très important, que j'ai oublié de dire, et c'est vraiment éthiquement incorrect de ma part. Au Maroc, il y a 2 années, Sa Majesté a nommé une commission spéciale sur le modèle de développement qui a travaillé pendant 2 ans sur le modèle de développement marocain cross-secteur, mais vraiment cross-secteur. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe d'appui de cette commission-là, et je me rappelle très bien qu'on avait parlé de la culture comme étant le tronc central du pays, comme étant le tronc d'où démarre tout. En fait, le socle principal du pays. En revenant et pourquoi je dis ça? Parce que si dans un pays où on se projette à 2035 et on dit que la culture est le central, c'est que forcément ça ne peut pas être un élément de décor comme ça l'est aujourd'hui. C'est un élément de plus, de luxe, mais ce n'est pas quelque chose de sérieux. Voilà, je pense que j'ai vu ça, ça a été publié sur Économie Entreprise, je pense. La culture n'est pas sérieux, c'est pas quelque chose de sérieux au Maroc, un truc comme ça, c'était assez rigolo. Mais en tout cas, j'espère que la digitalisation servira à massifier l'importance de la culture parce que ça permet un accès plus démocratisé, plus généralisé. On est tous derrière des écrans, que ce soit de portable ou d'ordinateur. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de à quoi on a accès. Du moment qu'on a une fenêtre sur la culture, que ce soit un magazine, un MOOC, un objet d'art, un spectacle, un livre, peu importe, j'aimerais, en tout cas, j'espère que grâce au digital, on pourrait avoir ça. Ambition étant qu'on arrive un jour au Maroc à dire le Maroc est un pays dont 10% du PIB provient des industries culturelles et créatives. Alors, ça serait super pour un peu de contexte. La moyenne dans le monde, c'est 6%. Donc, c'est une bonne ambition, mais qui n'est pas non plus... Non, c'est pas si farfelu que ça, mais c'est un bon objectif.
Daniel, vous voulez Oui. réagir? Là aussi, pour rebondir de manière positive, je vais choisir de répondre par le prisme des métiers de demain. Et donc, ça a à voir avec la question de l'entrepreneuriat. Et je crois que par rapport au numérique, l'impact est sur toute la chaîne de valeur, depuis la création sur les enjeux de diffusion, mais de médiation aussi, d'appropriation par les publics, de participation. Donc, chacune de ces briques est concernée et traversée par les enjeux numériques. Et donc là, se niche autant d'opportunités, de développement économique, etc. J'ai envie aussi de mettre en face de ce prisme numérique la question des enjeux d'interconnexion territoriale, parce qu'on ne peut pas parler de culture sans qu'il y ait cette complémentarité, et c'est bien effectivement un moyen, mais il faut aussi qu'il y ait des relais territorialisés, et là aussi des opportunités de développement entrepreneurial très importants. Et je me permets, l'AUF accompagne ces mutations, notamment sur ces questions de numérisation, de recherche de nouveaux modèles d'employabilité et d'enjeux prospectifs. Merci. Alors, on a juste quelques minutes. Qui veut prendre le mot de fin? Ou faire peut-être des prédictions sur, dans 5 ans, les industries créatives et culturelles au Maroc, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Ah, Myriam se lance. Il me semble que le progrès dans lequel on doit, enfin là où on a le plus de progrès à faire, c'est sur les récits en fait, c'est sur les récits à propos de nous-mêmes. La semaine dernière, j'ai eu la joie d'aller regarder une pièce de théâtre en Darija au Megarama, fantastique pièce. Et voilà, la salle était comble. C'était un produit culturel maroco-marocain avec un humour savoureux dans notre langue vernaculaire, rigolo. Les gens riaient aux éclats. C'était un public. On a l'habitude au Maroc d'avoir des produits culturels qui sont malheureusement qui ressemblent à la structure de notre société avec des très grandes différences socioculturelles. Et là, j'ai eu l'impression que c'était une pièce qui d'ailleurs a été écrite par un jeune homme qui avait reçu, alors dis-moi si je me trompe Marouane, est-ce que Youssef Lahrichi est celui qui avait eu le prix de la Chambre claire en photographie? Donc c'est un garçon qui est passé par nos petits canaux d'art contemporain, je crois qu'il travaillait dans banque, enfin, ou je ne sais pas quoi, voilà. Et il a fabriqué ce produit culturel incroyablement adapté à tous les publics. Et en fait aujourd'hui, parce qu'il y avait une narration très authentique, très honnête, un vrai désir de raconter une histoire qui parle à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, la digitalisation, comme tu disais, c'est qu'un moyen d'atteindre une fin. Il faut savoir quelles sont les histoires qu'on a envie de raconter. Quelles sont les histoires qu'on a envie de raconter dans nos produits culturels, que ce soit en art contemporain, que ce soit dans une exposition, que ce soit dans un talk show à la télé, que ce soit une série TV marocaine, je ne sais pas, un livre, une fiction. Quelles sont les histoires qu'on veut raconter? Voilà, donc c'est là-dessus qu'on a un vrai... Voilà, le storytelling, c'est là-dessus qu'on a un vrai progrès à faire, à mon avis. Tout le reste, ce ne sont que des solutions. J'ai vraiment envie de rebondir sur ce que vous évoquez parce que c'est ce qui est formidable avec la culture appréhendée de manière large. C'est que c'est d'abord un enjeu de lien à soi, de lien à l'altérité, donc de lien à son histoire, à son passé, et que ça devienne un espace commun vraiment partagé entre les enjeux tradition de modernité, Orient-Occident, enfin pour ne prendre que ces grandes lignes. Donc un espace d'abord, peut-être, alors j'ose, de mieux vivre ensemble, mais c'est quand même un enjeu fondamental. Et la culture qui peut générer de la valeur sociale, de la valeur économique, de redynamisation des territoires. Donc c'est un levier, rêvons-le, qui peut être transversal, et c'est bien un objet extrêmement sérieux, un objet transversal qui peut impacter l'ensemble des politiques publiques et dans du partenariat privé-public sur toutes les dimensions d'une nation. Je voulais vraiment finir genre en mode le dernier garçon, enfin. C'est pas... Allez, 56 secondes. Dans 5 ans, un secrétariat général dédié aux industries culturelles et créatives au sein du gouvernement. Dans 5 ans, une vraie ouverture, une vraie participation du Maroc aux différents programmes mondiaux dédiés aux ICC.
une vraie définition des ICC incluant le volet médias et le volet culture comme défini par l'UNESCO et d'autres organisations. Une participation concrète et tangible au PIB national du secteur culturel. Tout ce que je dis, pour moi, c'est quelque chose de très reachable, atteignable. C'est pas la Lune. Ce que cela nécessite, en tout cas, selon moi, la clé de voûte de tout ça, c'est la coordination entre les acteurs, l'échange avec les autorités publiques et les faiseurs de politique publique, en lien, on n'en a pas parlé, il me semble, mais en lien avec les acteurs de la société civile qui, aujourd'hui au Maroc, sont les acteurs principaux des ICC. Tout secteur confondu. Si on arrivait à mettre en lien le travail qui est fait sur le terrain, l'envie politique, avec une vision future, un accompagnement, un regard sur ce qui se passe à l'international, sans perdre les spécificités territoriales, mais ça serait génial. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que c'est le mot de la fin parfait. On arrive à la fin de cette session. On a tous hâte de découvrir tout ce que le Maroc a à offrir du point de vue créatif et culturel. Grâce à vous tous, déjà, on est bien avancé. Merci à tous et merci beaucoup à vous dans le public.